Oui, amis téléspectateurs d'Amin TV, bonsoir. Je vous dis à vous tous merci d'être encore nombreux et branchés sur votre chaîne La Télé Autrement. Je suis encore très heureux que vous soyez encore au rendez-vous pour suivre cette émission Univers économique, votre émission que vous aimez beaucoup. Nous sommes encore là pour ce nouveau numéro afin d'aborder aussi un thème très capital, très intéressant. Vous allez le découvrir ensemble avec vous. Nous allons donc parler ce soir de la décentralisation. La décentralisation, nous avons essayé d'aborder un peu partiellement cette question dans nos précédentes éditions. Mais aujourd'hui, nous allons essayer d'en parler avec beaucoup de profondeur et nous allons voir qu'est-ce que la décentralisation, en tant que réforme qui est prescrite dans notre Constitution, peut apporter au développement économique de notre pays et plus particulièrement au développement rural de nos provinces. Voilà pourquoi nous avons encore choisi d'inviter pour vous un spécialiste du développement rural, qui est celui qui a déjà été dans cette émission autrefois, que vous avez justement apprécié à cause de ses analyses. Nous avons reçu pour vous, monsieur Norbert Yambayamba. Bonsoir, monsieur Norbert. Bonsoir. Norbert Yambayamba, vous êtes expert consultant en développement durable plutôt. Vous êtes également acteur de la société civile. Nous vous recevons autour de ce thème, la décentralisation. Je veux d'abord savoir, M. Yambayamba, vous en tant que spécialiste du développement durable, comment avez-vous accueilli cette réforme qui est prescrite dans notre Constitution et quelle compréhension vous avez de ce concept de décentralisation? Merci beaucoup, mais je voudrais simplement ajouter que je suis expert senior sur des questions de décentralisation dans un projet de la Banque mondiale. Okay. Bon, c'est tout à fait normal par rapport à ça. Sinon, je suis à la fois développement durable, oui, bien sûr. Et vous avez accompli beaucoup d'autres fonctions que nous n'avons pas pu énumérer ici. Oui. Donc, j'interviens ici comme spécialiste des questions de décentralisation. Okay. Bon, vous dites comment ai-je accueilli le réforme sur la décentralisation. Je dois vous avouer que la décentralisation, en tant que mode de gestion territoriale, est une passion pour moi, est un sentiment, est une vision, est une inspiration. Elle est même la voie obligée pour matérialiser physiquement ce que nous pensons de la RDC. Et lorsque on a consacré la décentralisation dans son article 3 de la Constitution du 18 février 2006, nous avons salué. Simplement parce que le Congo, c'est une macéradate. Vous savez que le Congo, c'est 2 345 000 km². Le Congo, c'est 80 fois, prend la Belgique 80 fois. Le Congo, c'est 4 fois et demi la France. Le Congo, c'est 7 fois le Japon. Le Congo, c'est 5 fois l'Allemagne fédérale. Le Congo, c'est 120 fois le Luxembourg. Le Congo, c'est 100 fois le Rwanda. C'est un sous-continent. Et lorsque vous regardez, par exemple, un pays comme la France, qui fait 4 fois et demi, dispose de 38 000 communes. Et le Congo, qui est une mastodonte, qui est un sous-continent, n'a que 97 communes. Et donc, lorsque on a introduit cette réforme, je me suis dit, ok, ça y est, nous sommes partis. Simplement parce que le Congo est tellement grand que ça nécessite naturellement qu'il y ait une sorte de répartition géographique, répartition des responsabilités, transfert des compétences et des ressources, pour que chaque niveau d'atterrissage soit en mesure de fonctionner comme une république. Vous ne pouvez pas imaginer un pays comme le Gabon, c'est la même chose que la commune de Kimbaségué en termes de nombre d'habitants. Vous savez que la commune de Kimbaségué a 1 400 000 habitants. Aujourd'hui, on en a même en plus, mais le Gabon a 1 300 000 habitants. Et donc, la commune de Kimbaségué, c'est une république, au même titre que la République du Gabon. Et donc, il n'y a que la décentralisation qui peut donner la possibilité à ces différentes entités de pouvoir s'organiser et de pouvoir déterminer le développement de la République. Bloquer la décentralisation, c'est bloquer le développement de la République.
Quand vous avez, par exemple, 145 territoires dans notre pays, et la moyenne par territoire est de 100 000 habitants, et c'est grave. Vous avez des pays comme Sao Tomé-Principe avec 200 000 habitants, et vous avez là 7 provinces. Vous avez des pays comme la Guinée équatoriale, 650 000 habitants, mais vous avez 8 provinces plus la capitale. Vous avez des pays comme le Tchad, 11 millions d'habitants, mais vous avez 23 provinces. Et donc, si on est arrivé naturellement à reconnaître, à faire la décentralisation, c'est pour responsabiliser les citoyens, restituer la République aux citoyens, donner la possibilité aux citoyens de participer à la gestion de leur entité, être beaucoup plus proches, définir les problèmes de leur entité, surveiller la gestion de leur entité, participer à l'exécution des projets de leur entité et s'approprier du développement de leur entité qui, par ricochet, constitue leur développement. Et donc, nous ne pouvons que nous réjouir sincèrement ces différentes réformes, encore que ces réformes sont en cours, elles souffrent de beaucoup de douleurs d'enfantement. Il faut les accélérer, parce que ces réformes vont apporter des solutions durables. Dans beaucoup de pays, on en a observé. Il me semble qu'on tergiverse encore, mais j'estime que le gouvernement de la République, qui a réalisé un certain nombre de choses, notamment en mettant en place un arsenal juridique, oui, M. Ambanda, je pense que nous sommes sur la bonne voie, encore que la vitesse s'accélère. Voilà, je pense que c'est assez clair. J'ai compris que vous avez accueilli avec beaucoup de joie cette réforme. Mais dans le cadre de cette réforme, la Constitution avait prévu, en dehors des transferts de compétences et de ressources, la Constitution avait prévu un nouveau découpage territorial. On devrait quitter de 11 provinces à 26 provinces. Je voudrais savoir, d'après vous, quels pourraient être donc les avantages sur le plan économique et du développement rural, les avantages de ces nouveaux découpages. Lorsqu'on quitte de 11 à 26, pensez-vous qu'il y a vraiment des avantages sur le plan économique? Cette question est très importante parce qu'elle fait l'objet de beaucoup de discussions dans notre pays. Il y en a ceux qui disent, ben écoute, il faut éviter les découpages, étant donné que beaucoup de provinces ne sont pas viables. Et il y en a ceux qui disent qu'il faut retarder les futures provinces jusqu'à ce qu'on les viabilise, etc. Et moi, je considère ça comme un faux débat. Lorsque, dans les années en 2009, j'ai travaillé comme consultant dans une institution internationale et j'ai eu à faire l'évaluation de ce que représente les découpages et la décentralisation dans notre pays. Et nous avons pris 3 provinces comme étant l'échantillon d'évaluation. Et lorsque nous sommes arrivés au Nord Kivu, qui a fait l'objet de découpage de 1988 à l'époque du maréchal, nous avons posé la question si le Nord Kivu, qui n'était pas d'accord lorsqu'on a découpé le Grand Kivu en 1988, qui estimait que la décision gouvernementale était de pouvoir fragiliser le Kivu. Et lorsque j'ai eu des discussions avec la société civile... Et donc ce découpage-là, l'ancien découpage-là de Kivu, n'avait pas été accepté par toute la population de Kivu? Au départ, c'est vrai que ça n'a pas été accepté, étant donné qu'on y a fonctionné comme dans une sorte de pédagogie d'entonnoir. Donc le gouvernement central qui croyait tout connaître, tout savoir, qui croyait que bon, il devrait prendre une décision qui véritablement devrait servir les gens du Kivu, mais les gens du Kivu, étant donné qu'ils n'ont pas été en amont dans la prise de cette décision, n'ont pas été d'accord. Mais 20 ans après, lorsqu'ils se sont mis au travail, ils ont trouvé que c'était une réforme exceptionnelle. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde le Nord Kivu, on regarde le site Kivu, on regarde le Maniema, mais ce sont ces provinces-là sont en train d'avancer de manière spectaculaire.
Le Maniema, qui est censé être reconnu aujourd'hui comme n'ayant pas beaucoup de possibilités, à l'instar du Sud Kivu, du Nord Kivu, etc. Le Maniema s'organise. Aujourd'hui, il y a des universités, aujourd'hui, il y a des hôpitaux, aujourd'hui, il y a des routes, il y a une sorte de désenclavement. Le travail continue. Et lorsque vous arrivez au Nord Kivu, vous posez la question si on pouvait revenir à l'expérience de 1988 et quand vous demandez de pouvoir réintégrer les grands Kivu. Beaucoup, il faut que je termine l'idée. Beaucoup de gens disent niet. Parce que le découpage nous a permis, ça a suscité l'émulation, ça nous a donné la possibilité de nous prendre en charge, ça a provoqué beaucoup d'initiatives. Aujourd'hui, nous sommes appropriés de notre province. Ça, je reprends les thèmes qui ont été exprimés par les gens du Nord Kivu. Donc, il y a des gens qui aujourd'hui disent que nous ne pouvons pas vouloir le découpage, nous ne pouvons pas vouloir la décentralisation parce qu'il faut d'abord viabiliser ces entités. Moi, je dis non. Toute la littérature, elle est très abondante, qui démontre très clairement que ce ne sont pas les moyens qui créent la décentralisation. C'est la décentralisation qui crée les moyens. La particularité de la décentralisation, excuse, c'est sa capacité de donner la responsabilité aux acteurs qui se trouvent dans une entité, de prendre des initiatives, de prendre des décisions qui consistent à améliorer leur environnement immédiat, mais aussi de donner la possibilité à la population de surveiller la gestion de ceux qui sont censés gérer la République. Et la décentralisation permet donc de mettre en place un système de surveillance mutuelle. Ce système permet de rassembler à la fois les acteurs étatiques. Vous avez là, si vous êtes au niveau de la commune, c'est le bourgmestre, vous avez ces différents services, et vous avez la population à travers les ONG, les églises, etc., toute la société civile dans leur ensemble. Et donc, la formulation d'un programme, la planification, n'est-ce pas, de l'entité, serait le résultat de la participation des différentes composantes qui se trouvent dans l'entité. À ce moment-là, on a la possibilité non seulement de participer en termes de définition des problèmes qui se posent dans l'entité, mais on a aussi la responsabilité de donner des moyens de contribuer au travers les taxes, au travers les impôts, et de surveiller ceux qui gèrent cette entité, de se conformer au plan qui a été élaboré, lequel plan a été visiblement élaboré par l'ensemble des différents composants, qui deviennent des surveillants devant la porte des gestionnaires. Et c'est de cette manière-là qu'on peut avoir des moyens, qu'on peut construire des écoles, qu'on peut construire des centres de santé, améliorer, construire les routes, créer des entreprises. Moi, j'ai visité, par exemple, une commune aux États-Unis, Montgomery. Bon, il ne faut pas comparer les incomparables. Une commune, s'il vous plaît. Mais il faut voir. Les bureaux du maire de la commune, c'est plus que le palais de la nation. 4 bâtiments du camp, je me souviens beaucoup. 4 bâtiments de la camp de Sozakam. Vous imaginez ça? Et donc, avec un budget, quel budget? 4 milliards de dollars. Commune, 4 milliards de dollars. Et dans ces budgets-là, il y a une répartition de moyens d'action entre l'État et la société civile. Ceux qui travaillent avec les enfants déshérités, ceux qui travaillent avec les réfugiés, ceux qui travaillent avec les paysans, etc. On se répartit les moyens, on se surveille mutuellement et on fait avancer la commune. C'est pour les autres communes. Et donc, l'effort de développement devient visiblement la responsabilité de toutes les entités décentralisées. Et la particularité des entités décentralisées, c'est la capacité juridique de poser des actes qui sont susceptibles de produire des effets de l'eau. Ça veut dire que l'entité, elle est essentiellement de dépendre du budget du gouvernement central, a la possibilité d'avoir son propre budget, a la possibilité d'avoir son programme, a la possibilité même de négocier des projets avec les partenaires de développement, a la possibilité d'aller dans la direction d'une coopération décentralisée, de faire des revenir, n'est-ce pas, des moyens, drainer des moyens de part et d'autre, etc. Les populations locales produisent, contribuent en termes de taxes et des impôts. Le gouvernement central rétrocède. Non, il y a retenu à la source, peut-être on en parlera, l'article 175, etc.
Et il y a rétrocession au niveau du gouvernement provincial vers l'entité locale, etc. Et donc, l'entité est même capable de créer ses propres entreprises. Je vis dans beaucoup de pays, dans une commune, il y a une entreprise de transport, comme je vis là, le gouvernement provincial de Kinshasa en train d'avoir des entreprises de transport. On peut le faire à Kimaseke, on peut le faire en Sélé, on peut le faire, etc. J'ai vu des entités locales avec des entreprises de santé. Ils donnent à des sous-traitants qui font cela. J'ai vu les entités locales, comme la commune, comme, je ne sais pas, la ville, se construire des infrastructures dans des grands marchés. J'ai vu dans certaines villes se construire même des parkings où on génère l'argent chaque jour. J'ai vu monter un office d'immobilier. Et on génère l'argent partout. Oui, mais aujourd'hui, il faut qu'on termine par rapport. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On a recruté les bourgmestres, les chefs de secteur, les gouverneurs, non pas par rapport à leurs compétences, non pas par rapport à leur background, non pas par rapport à leur profil, simplement parce qu'ils sont des amis du politique. C'est parce que bon, tel est capable d'avoir la majorité sociologique et qu'il est capable de soutenir telle ou telle personne, etc. Oui, Et on se retrouve dans une situation où l'espoir n'est pas Je voudrais savoir, parce que vous faites une très bonne description des avantages de cette réforme. Mais nous avons vu le gouvernement de la République entamer une campagne de sensibilisation, sinon d'explication, à travers le pays, pour pouvoir expliquer à la population le bien fondé de cette réforme. Mais d'après vous, à travers ce que vous venez de dire, c'est comme s'il n'y a aucun inconvénient de cette réforme. Est-ce que vous pensez quand même qu'il y a certains inconvénients que cette réforme peut présenter et qu'il faut nécessairement une campagne d'explication, de sensibilisation auprès de la population? Merci beaucoup, M. Justin. Je suis heureux de constater qu'aujourd'hui, avec le gouvernement Matata, il y a des efforts qui se font. Il faut savoir les comptabiliser, mais pas le reconnaître. C'est être de mauvaise foi, ça c'est évident. Vous l'avez dit, la campagne nationale de vulgarisation, de sensibilisation des lois et tests réglementaires sur la décentralisation, etc. Il y a des lois basiques qui sont disponibles aujourd'hui, même si certaines lois ne sont pas encore là. Dieu merci, j'ai suivi les derniers comptes rendus du gouvernement de la République qui, visiblement, a adopté la loi sur les statuts des chefs coutumiers et un certain nombre de lois qui vont compléter l'arsenal juridique et qui, du reste, montrent que, bon, nous sommes en train d'avancer, même si nous avançons à pas de tortille. Alors, à la question de dire... vous étiez en train de dire... Je demandais s'il y a des inconvénients par rapport à cette réforme qui ferait que certaines populations soient réticentes par rapport à cette... Oui, la décentralisation en tant que mode de gestion doit avoir des avantages et des désavantages. Les avantages, nous avons démontré. Les désavantages, c'est qu'il y a risque de construire une sorte de bourgeoisie locale. Il faut aller en province. Aujourd'hui, à Kinshasa, vous avez difficile à les ressentir. Les nouveaux députés qui sont nommés, qui sont élus, le gouverneur de province, il faut voir des cortèges, j'ai vu dans beaucoup de provinces, etc. Quel carburant, quel lubrifiant qu'on consomme pour organiser des cortèges, je ne sais pas, de tel gouverneur, de tel ministre, etc. Tout ça, c'est de l'argent consommé budgétivore. Et puis bon, il faut voir les députés dans les restaurants, dans les bars, etc. La nouvelle bourgeoisie, encore que la plupart sont en face des populations encore résignées, qui ne connaissent pas comment les choses fonctionnent, etc. Et donc, la bourgeoisie politique locale, à l'instar de la bourgeoisie nationale, peut s'installer lorsque la décentralisation est mal appliquée. Ça peut être le premier inconvénient. Deuxième inconvénient, c'est que lorsqu'on est en situation de crise, le gouvernement central peut donner l'impression de pouvoir transférer les compétences au niveau local. Mais c'est un leurre, j'allais dire un leurre démagogique, c'est juste un mensonge, quoi. On croit pouvoir responsabiliser les communes, les villes, les provinces, les secteurs, mais on bloque tout le pouvoir à Kinshasa, au niveau central. J'ai dit les choses de manière générale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait qu'on sait que le gouverneur de province doit être élu par les députés. Et puis bon, c'est le gouvernement central qui vous dit que tel ou tel doit être élu.
Et on actionne la machine, même si au niveau local, on veut telle ou telle personne sur base de ses compétences, sur base de ses prestations, sur base de ce qu'il peut rendre comme service de qualité. Mais lorsque le gouvernement central, qui manipule le député, sont dévolus sur telle ou telle personne, c'est la même personne qui y arrive, même si on dit que la loi dit que non, le gouverneur est élu ou le maire de la ville est élu. Il est élu, c'est vrai, mais ce n'est pas la volonté des élus. Ça aussi, c'est... Troisième chose, c'est que ça risque de porter à la régionalisation, à la tribalisation. Au lieu que ces entités fonctionnent comme étant des liés d'initiative, des liés d'impulsion du développement, à l'instar de l'impulsion au niveau central, mais écoutez, ça devient un problème de lutte contre les allogènes, j'allais dire, les non-originaires. Beaucoup d'hommes politiques, ont apporté des messages dans leur future province, on peut dire que c'est l'occasion, quand on aura nos provinces, c'est l'occasion de chasser tous les non-originaires, parce que si nous sommes pauvres, c'est parce qu'on a toujours envoyé des non-originaires chez nous, et ce sont eux qui prennent tout, etc. Et donc les gens pensent que, bon, en étant dirigés par les non-originaires, et donc les non-originaires ne peuvent que poser des dégâts. Et on a cultivé, on a domestiqué un esprit de chasse aux non-originaires pour véritablement reposer sur les autochtones. Et ça, c'est un problème réel, et vous avez des velléités un peu presque partout, où on voit dans des provinces, les gens veulent véritablement se faire diriger par leurs frères originaires. Et dans bien des cas, on a constaté que, bon, malgré cette volonté des originaires de gérer leur province ou de gérer leur entité, etc., et, la plupart n'ont pas été à la hauteur, c'est pas, des problèmes qui se posent au niveau de leur province respective. Et donc, cette expérience-là a aussi montré qu'à l'intérieur de la province, il y a aussi des tribus. Et puis on risque d'avoir des problèmes entre le nord et le sud. Et s'il n'y a pas de problème entre le nord et le sud, on peut avoir l'est et l'ouest. Et à l'est ou à le nord, on risque d'avoir la savane et la forêt. On risque d'avoir la savane et les riverains. Et donc, et même entre les riverains, on va parler de clans de tel et de clans de tel, etc. C'est faux et archi faux. Donc, la décentralisation permet naturellement qu'on puisse avoir des résidents. De personnes qui résident dans tel ou tel endroit, qui connaissent cet endroit, qui sont capables d'articuler le problème de cet endroit, qui sont capables de gérer, de manager naturellement les ressources disponibles, encore qu'il faut les générer, étant donné qu'elles sont dans une situation de crise, il faut que des hommes et des femmes qui ont de grandes vocations, avec de grandes capacités d'innovation, qui, visiblement, avec la contribution des uns et des autres, arrivent à booster le développement de l'entité locale. Donc, toutes ces douleurs d'enfantement peuvent être évitées dès lors qu'il y a une volonté volontariste au niveau du gouvernement central, parce que c'est le gouvernement central qui, généralement, a toujours manipulé, dans la plupart des cas, n'est-ce pas, les différentes entités, étant donné que les transferts de ressources, les transferts de compétences suscitent dans les chefs du gouvernement central une sorte de réticence, une sorte de refus de pouvoir se déplier de ces différences d'avantages, etc. C'est comme ça que dans bien de pays de l'Afrique subsaharienne, etc., la décentralisation est plus l'affaire des partenaires au développement, ceux qui soutiennent, ceux qui financent les décentralisations, connaissant véritablement les bienfaits de la décentralisation. Même nos gouvernements doivent véritablement faire beaucoup d'efforts pour s'approprier de manière que, comme on a déjà vu là, le Premier ministre est en train de fêter la construction, on va construire, c'est pas, un bâtiment pour le gouvernement. Moi je dis, ok, ça y est, c'est le début du commencement. Encore que cela puisse justement se répartir dans tous les secteurs de la vie nationale. Et que les moyens disponibles, les moyens générés, mobilisés, puissent véritablement servir pour opérationnaliser la décentralisation. Parce qu'aujourd'hui, 90% de ce qui représente l'action conçue la décentralisation vient des partenaires au développement. On ne peut pas substituer, n'est-ce pas, le développement d'un pays entre les mains d'une quelconque solidarité, fut-elle celle de pays qui ont la volonté de nous aider. Voilà, je voudrais qu'on revienne un peu sur les inconvénients de la décentralisation. Là aussi, un problème qui est soulevé par beaucoup d'analystes sur cette question.
Certains pensent que cette réforme pourra aussi engendrer le problème des inégalités entre les provinces, les nouvelles provinces créées et les anciennes, en ce qui concerne le degré de développement ou des niveaux de développement. Je ne sais pas comment on va faire lorsqu'on va diviser une province en 4 parties, en 4 nouvelles provinces, et que l'ancienne province qui a déjà toutes les infrastructures, tous les moyens de fonctionnement, tous les bâtiments pour abriter certains différents services, et les nouvelles provinces qui viennent d'être créées, comment peuvent-elles faire en sorte qu'elles puissent être en mesure aussi de fonctionner correctement? Justin, il y a des dispositions qui sont en place par rapport à cette difficulté, encore qu'il faut qu'on se mette d'accord sur un fait, c'est que toutes les provinces ne peuvent pas avoir la même vitesse égale en termes de développement. C'est là en fonction de la capacité de ceux qui gèrent la province, la capacité d'initiative, la capacité de mobilisation des moyens internes, la capacité de mobilisation des ressources humaines autour d'un idéal commun, etc. Et tout cela en fonction, naturellement, des managers, des acteurs qui sont censés être des acteurs, des animateurs principaux. Mais quand cela ne tienne, les espaces géographiques n'ont pas les mêmes moyens. Vous avez le cuivre au Katanga, autant de minéraux, mais lorsque vous allez à l'Équateur, encore que l'exploration n'est pas encore terminée, ça c'est évident, on peut avoir des minéraux, ça c'est évident, mais pour l'instant, ces minéraux n'existent pas. Mais alors vous n'allez pas créer des minéraux de force à l'Équateur pour que ça soit de la même manière qu'au Katanga. Le nombre d'entreprises ou d'investisseurs qui vont arriver au Katanga ne seront pas le même au niveau de l'Équateur. Mais il faudrait quand même qu'au niveau de l'Équateur, qu'on sache ses potentialités. Vous avez une île de forêt énorme, une superbe végétation, etc. On a besoin naturellement qu'il y ait des entreprises qui exploitent le bois, etc. Il n'y a pas que ça. Il y a des endroits potentiels où on peut trouver du pétrole. Et là, il faut une vocation pour identifier naturellement les potentialités locales, etc. Et donc, si chaque province, encore que Kinshasa, la République démocratique du Congo, c'est un pays immensément riche en termes de potentialités. Toutes les provinces sont desservies en termes de ressources naturelles. Il n'y a pas que les ressources naturelles aujourd'hui. Le pays qui aujourd'hui avance génère d'autres ressources liées, n'est-ce pas, aux découvertes, aux innovations de recherche scientifique, les différentes technologies, etc. On peut générer un pays comme la Belgique, il y a combien de ressources? Mais la Belgique donne au Congo des millions de héros. Oui, donc c'est le type d'organisation. Mais l'État, pour répondre véritablement à votre question, organise la répartition des ressources. A prévu une caisse nationale de Bien entendu, péréquation. le transfert des ressources. C'est suffisant cela? Au-delà, il y a transfert des ressources. Il y a d'abord les ressources en caractère national qui sont mobilisées. Oui, c'est prévu 40% qui doit être retenu à la source. 40%. Et qui doivent aller en province et qui doivent être retenus à la source, encore que jusqu'à preuve du contraire. On est dans le régime de rétrocession, on n'y est pas encore à la retenue, encore qu'il faut organiser davantage la loi par rapport à ça. Il y a aussi l'argent qui n'arrive pas au niveau, par exemple, des entités locales. Mais bon, en dehors de cela, il y a la mobilisation des ressources locales. Vous voyez, le gouverneur de province de Kinshasa, par exemple, avec l'entreprise de transport, qui gère cet argent-là? Ce sont des ressources. Il faut que, si ça se fait à Kinshasa, ça peut se faire au Maniema, ça peut se faire au Nord Kivu, ça peut se faire au Katanga, etc. Bon, il n'y a pas que ça. La capacité de générer des entreprises. Donc, vous voulez dire que là, peut-être chaque ville, chaque province pouvait au moins avoir une société de transport. Il n'y a pas que chaque province, y compris même au niveau des secteurs. Parce que ce sont des entités décentralisées, qui ont la personnalité juridique, qui ont un patrimoine, qui ont la capacité de poser des actes susceptibles de produire des effets de droit. Et donc, si la province peut prendre l'initiative, le secteur peut prendre l'initiative, la commune peut prendre l'initiative. Tu vois. Et donc, cette capacité-là peut réduire les écarts, peut réduire naturellement les inégalités. Encore que la Caisse nationale de péréquation, n'est-ce pas, va donner 10% pour les investissements dans différentes provinces pour construire l'équilibre. 10% seulement, attention, les 90% sont répartis autrement. Mais seulement 10% parce qu'il ne faut pas dire que non, les équilibres seront écrasés simplement parce qu'il y a la Caisse nationale de péréquation. Ah mais non! Ah mais non! Les 10% devraient être répartis au niveau des différentes provinces, mais en tenant compte des efforts de chaque province. Il n'y a pas que la province, il y a la ville. Il n'y a pas que la ville, il y a la commune.
Il n'y a pas que la commune, il y a le secteur ou la chefferie. Et donc, à chaque niveau d'atterrissage, chaque responsable de l'entité, c'est un président d'une républiquette. Encore qu'il est conscient de cela, parce que la plupart sont là en train d'entendre. J'étais dans un secteur de 600 000 habitants. Mais le chef de secteur ne savait pas ce que c'est un budget, ce que c'est un programme. Il est dans une petite bicoque de 1,5 mètre. Et c'est ça son bureau. Comment un type comme ça peut gérer 600 000 habitants, et qu'il a nommé, lui là, qui ne connaît pas ce que c'est un programme. Vous voyez? Et tout ça, ça nécessite qu'il y ait une sorte de volontariste dans les chefs du gouvernement central qui voudrait booster le développement du pays et qui voudrait véritablement faire une restructuration géographique qui est la voie obligée pour développer un pays de la dimension du Congo. Monsieur Mbanda, nous avons parlé ici des 40% qui doivent être retenus à la source. Il semble que cela n'est pas encore effectif, on fait encore la rétrocession. Mais lorsque nous constatons les actions qui sont menées dans différentes provinces, nous voyons qu'il y a certaines provinces qui sont en train quand même de poser des actions qu'il faut encourager. Dans le domaine de l'agriculture, par exemple, nous avons les provinces comme le Katanga, comme le Bandundu, le Kisangani, plutôt, la province orientale. Mais dans d'autres, c'est comme si cette rétrocession ne produit aucun effet jusque-là. Est-ce qu'on peut se demander que le problème qui se pose ici, c'est un problème de patriotisme et non pas forcément de transfert des ressources comme vous le dites? Vous savez, quand vous êtes journaliste, il faut savoir évaluer le volume de l'action menée, si cela est véritablement concluant. Quoi. Bon, vous avez cité le Katanga, le Bandundu et la province orientale. Je ne suis pas opposé à ce qui se fait dans les secteurs agricoles, mais il faut souvent différencier l'agriculture industrielle et l'agriculture de substance. Et il me semble qu'aujourd'hui... Mais par rapport aux autres provinces qui ne font pratiquement rien jusqu'aujourd'hui. Bon, voyez un peu l'évaluation de notre pays. Ce n'est pas un problème des dirigeants provinciaux là. À différents niveaux, ça pose un problème. Vous savez qu'on ne peut pas promotionner l'agriculture si on ne tient pas compte du budget. Dans aucune province, et j'insiste, dans aucune province, le budget d'agriculture dépasse 2%. Aucune. Et quelles sont les différentes réformes? Vous avez vu les édits qui ont été promulgués, qui ont été adoptés dans toute la province, qui organisent le secteur agricole. Vous parlez de Bandundu avec les villages agricoles. Est-ce que vous avez été au Bandundu là, pour vérifier la pertinence de ces villages? Bon, écoutez, je n'aurais même pas la dimension de ce qui représente la vocation et l'initiative du gouverneur. Peut-être qu'il a la décision se limite pas à sa manière de voir les choses, ça c'est évident. Encore que je salue mon ami Coco qui est ministre de l'agriculture au Bandundu, qui est un homme perspicace et de grandes capacités managériales. Ça, c'est évident. Mais à quel niveau nous en sommes aujourd'hui? Il me semble qu'il y a beaucoup d'efforts à faire parce que les villages agricoles ne réussissent que lorsqu'ils ont des efforts d'entraînement sur les villages satellitaires, les villages environnants.